La lettre est arrivée un mercredi, la première semaine de septembre. 38 ans et vivant dans mon camion avec plus de sacs de nourriture que de meubles. Enveloppe certifiée estampillée de Santa Fe, d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai pensé que c'était une erreur jusqu'à ce que je voie le nom. Heather Davis, ma grand-mère. Je ne l'avais pas vue depuis que j'avais peut-être 10 ans. Avant que mon père ne fasse ses valises et ne sorte par la porte d'entrée comme s'il allait juste chercher du lait. C'était sa mère. Après son départ, le lien s'est rompu. Ma mère n'avait pas un mot gentil pour quiconque s'appelait Davis. Après ça, tout ce dont je me souvenais vraiment des heures, c'était du thé à l'amande poivrée qui vous faisait pleurer et de la façon dont elle posait sa main sur votre épaule, fermement, comme si elle scellait une promesse, et disait « Continue ». J'ai ouvert la lettre là, sur le parking de la poste. Courte et claire. J'étais l'unique héritier de son dernier lopin de terre, maison, grange et une étroite bande de pâturage qui, d'une manière ou d'une autre, n'avait jamais été saisie, taxée ou goudronnée. Alors, j'ai chargé le lit de camp, quelques outils, une caisse de chili en conserve et Dusty dans la benne de mon pick-up de 2004 et j'ai pris la direction du sud. Dusty est un croisé berger allemand que j'ai élevé depuis qu'il est chiot. Je l'ai trouvé abandonné sur le bord de l'autoroute, les yeux fermés et les côtes apparentes. Il tenait dans la poche de ma veste à l'époque. Maintenant, il pourrait renverser un homme sans même ralentir. J'ai entraîné des unités canines de l'armée pendant 5 ans, et Dusty était le genre de chien qui écoutait le vent comme s'il lui donnait des ordres. Nous sommes arrivés sur place juste au moment où le soleil frappait les poteaux de clôture de côté. La porte moustiquaire s'est ouverte en claquant comme si elle devait de l'argent à quelqu'un. La peinture s'écaillait en large bande. L'air sentait le bois sec, la sauge et la mémoire. Dusty a sauté et a fait le tour de la cour, le nez bas, les oreilles dressées. Il s'est posté près de la grange et a regardé, la tête penchée, sans bouger. J'ai traversé la maison lentement. L'odeur des heures avait disparu, mais les os de l'endroit étaient les siens. Une boîte de boutons sur l'étagère, une bible ébréchée sur la table, et sur le meuble du couloir, une enveloppe crème, mon nom dessus de la même écriture serrée que je me souvenais de ces pots de confiture. Shaun. Je ne me suis pas assis pour l'ouvrir, j'ai juste glissé mon pouce sous le rabat et j'ai sorti la note. 3 mots, trouve ce qu'ils ont pris. Pas de signature, pas d'explication, juste ça. Je l'ai lu 2 fois. Je ne savais pas si j'étais en colère ou secoué. Le deuil n'est pas arrivé comme je le pensais. J'avais plutôt l'impression qu'on m'avait donné une allumette et qu'on m'avait dit de trouver la mèche. J'ai fait le tour du périmètre, j'ai vérifié le puits et les cadenas. La grange avait l'air solide, juste vieille. Le vent s'est levé alors que le soleil tombait, et Dusty a gardé son poste, une patte en avant, les oreilles pivotantes, les yeux fixés sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. À l'intérieur, je me suis écroulé sur le canapé avec une veste pliée sous la tête. Dusty a fait les 100 pas, encore et encore, jusqu'à la porte arrière, le nez contre la couture, la queue basse. « Calme-toi », lui ai-je dit. Il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, je suis allé en ville de bonne heure, j'ai pris du café, des œufs et quelques vieilles cartes topographiques dans une boîte de friperie près du dîner. Il y avait un article dans le journal local sur les droits de l'eau et un éleveur nommé Damon Bailey qui achetait apparemment tout sauf le ciel. L'auteur était une certaine Iris Walker. J'ai plié l'article et je l'ai fourré dans ma veste. Cet après-midi-là, j'ai appelé le refuge du comté et j'ai proposé la grange pour des chenilles supplémentaires. Ils ont dit que c'était gentil de ma part. Je ne me sentais pas gentil. J'avais l'impression que quelqu'un regardait ma respiration. Cette nuit-là, Dusty était allongé, le nez collé à la porte, les oreilles serrées et tremblantes. Il a laissé échapper un léger gémissement, silencieux comme un avertissement. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Au matin, le froid s'était dissipé et la grange sentait le vieux foin et le fer. À la première lueur, je suis revenu avec Dusty. Il a écarté du nez un tapis en caoutchouc déformé près des mangeoires, et un couvercle encastré s'est révélé. Je me suis assis sur le seuil de la grange, Dusty appuyé contre moi comme s'il essayait de me maintenir immobile. En bas de nous, la trappe ouverte béait, les échelles glissantes de hannets de crasse et sans main courante. Elle était là, à peine éclairée par le soleil du matin qui filtrait à travers les lattes de la grange. Je pouvais la voir maintenant, blottie contre le mur, une main en appui comme si bouger lui faisait mal. « Je descends », ai-je appelé. « N'essayez rien de stupide. » Elle n'a pas bronché,
a juste fait un faible signe de tête comme si c'était toute la force qui lui restait. Je suis descendu, j'ai touché le fond, et cette odeur m'a frappé. De la roche humide, de la sueur, quelque chose de métallique en dessous. Dusty m'a amené, a-t-elle dit, la voix rauque. Je n'avais nulle part où aller. Ses lèvres étaient gercées et sa peau était striée de saleté et de vieux sang. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait couru trop loin et s'était arrêté trop tard. Je n'ai pas posé de questions, je l'ai juste soulevée, légère comme une traverse de clôture, et je l'ai portée dans la maison. Elle était trop à l'ouest pour protester, la tête contre mon épaule comme si elle essayait de rester consciente. Dusty nous a suivis de près, les oreilles dressées, la queue frétille en bas. À l'intérieur, j'ai fermé la porte d'un coup de pied et je l'ai installée sur la chaise de la cuisine. Elle a cligné des yeux lentement en regardant les armoires comme si elle parlait une langue qu'elle n'avait pas entendue depuis un moment. J'ai réchauffé une boîte de chili, je lui ai versé un verre d'eau, puis j'ai posé les deux devant elle avec une cuillère et un chiffon propre. « Vous avez un nom ?» ai-je demandé. Elle a réussi à hocher la tête. « Iris. Iris Walker. » Le nom a fait tilt. « Vous avez écrit l'article sur les droits de l'eau la semaine dernière. » Elle a avalé lentement et a fait un faible sourire. « C'est moi. » J'ai atteint le tiroir près du garde-manger, j'ai sorti une vieille flanelle et un jean Deezer, je les ai tenus en l'air. « Je ne suis pas sûr que ça vous ira, mais c'est propre. »« Ça ira. » Elle les a pris avec des mains tremblantes. « Merci. » Elle s'est nettoyée rapidement. Plus vite que je ne l'avais prévu pour quelqu'un qui avait l'air à moitié mort il y a 1 heure. Quand elle est revenue dans la cuisine, les vêtements lui collaient à la peau comme s'ils avaient été faits pour elle il y a 10 ans. Elle était assise plus droite maintenant, encore rude mais stable. « Mes tantes sont de Redcliffe », a-t-elle dit en remuant lentement le chili. Elles m'ont appris où coulent toutes les vieilles sources. Ma mère était. Elle m'a élevé entre le Mesa et le Canyon, les racines. Je suis pigiste pour le journal maintenant. Je suis ce que fait Bailey. Damon Bailey, ai-je demandé, bien que je le savais déjà. Elle a hoché la tête. Il achète des terres rapidement. Des sections entières, des droits sur l'eau mort, des accords en sous-main, et il y a un mois, j'ai entendu un de ces gars parler d'une veine de lithium sous des terres volées. Ils ont dit qu'ils allaient effacer toutes les traces écrites. Je me suis adossé au comptoir. Et ils t'ont vu près du vieux moulin avant, à 2 crêtes au sud de la route 49. J'avais mon appareil photo. Ils devaient me surveiller. Un d'eux a crié mon nom avant même que je me retourne. J'ai lâché mon sac d'objectifs et j'ai couru vers le lavoir. Sa voix est restée calme, pas plate, concentrée, comme si elle avait déjà paniqué et l'avait mis de côté pour plus tard. Dusty m'a trouvé avant eux, a-t-elle dit. De nulle part, il est juste arrivé en chargeant, grognant et claquant des dents. Il en a mordu un, je crois. Il les a attirés vers la mauvaise piste pendant que je me faufilais à travers une fente étroite dans les rochers. Cela menait à une poche cachée, profonde et creuse. Nous y sommes restés 2 nuits. J'ai baissé les yeux sur Dusty. Il s'est étiré sur le carrelage, la queue battant une fois, la langue pendante. Ce chien m'a sauvé la vie, a-t-elle dit. Il m'a gardé au chaud, et resté près de moi. Le 3e jour, il a commencé à gratter à cet endroit derrière les rochers, il a trouvé un tunnel. Nous l'avons suivi lentement, pas à pas, et il nous a menés sous votre grange. C'est de là que nous sommes sortis, par cette échelle. Vous me dites que mon chien a flairé son chemin à travers un tunnel scellé et vous a amené au seul endroit où vous seriez en sécurité? Elle a de nouveau hoché la tête. N'a pas hésité une seconde. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste accroupi et j'ai gratté le cou de Dusty jusqu'à ce qu'il laisse échapper un léger grognement. Il a appuyé tout son poids sur ma jambe comme s'il était fier de lui. Iris a éteint son téléphone et l'a posé à plat sur la table. Ses doigts planaient dessus comme si la chose pouvait exploser. Il y a une application de suivi qui se met à jour toutes les 12 heures. Je pense qu'elle a envoyé un signal juste avant que Dusty ne nous sorte des rochers. J'ai attrapé une vieille boîte de nourriture pour animaux sur le porche, j'ai soulevé le couvercle et j'y ai laissé tomber le téléphone. J'ai glissé le tout sous la plainte de l'armoire. S'ils ont le signal, ils savent que vous êtes ici, ai-je dit. Elle n'a pas bronché. Je m'en doutais. Je me suis dirigé vers le buffet et j'ai attrapé l'enveloppe que Heather m'avait laissée, je l'ai posée devant Iris et j'ai regardé ses yeux parcourir l'écriture. Elle savait, a-t-elle chuchoté.
Son doigt a touché le bord du papier comme s'il brûlait. Elle a su tout le temps. Mon estomac s'est noué comme si j'avais manqué une marche d'échelle. Elle attendait que quelqu'un revienne, a dit Iris. Elle ne faisait pas confiance à la loi. Elle ne faisait pas confiance aux tribunaux. Mais elle vous faisait confiance. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Dusty a gémi une fois à la porte. Bas, sec, un avertissement. Iris a regardé vers le son, puis de nouveau vers moi. Ils n'arrêteront pas. Non, ai-je dit. Ils n'arrêteront pas. Je suis allé au placard et j'ai sorti un sac que je n'avais pas touché depuis mon déploiement. Les vieilles semblent encore serrées, le matériel sec est prêt. J'ai commencé à vérifier ma lampe frontale et les piles. Iris s'est levée. Nous devons y retourner. Ce qu'ils cherchent, ce ne sont pas seulement des rumeurs. C'est réel. Votre chien savait où aller. Cela signifie qu'il y a plus. J'ai attaché le sac à mes épaules. Alors on le suit. Dusty a laissé échapper un léger aboiement. Ses oreilles étaient à nouveau dressées, comme un radar, comme s'il attendait que nous bougions. Nous n'avons pas dit un mot. Pas quand Dusty s'est immobilisé comme une barre d'armature. Pas quand le faible grondement d'un moteur de camion a résonné à travers les fissures au-dessus de nous. J'ai levé la main et j'ai touché le poignet d'Iris juste assez pour la maintenir immobile. Son souffle s'est coupé dans sa gorge. Puis il s'est estompé. Le moteur, les voix. Dusty n'a pas bougé pendant une minute entière. C'est seulement quand il a lentement expiré et baissé la tête que j'ai bougé. Nous avons reculé de l'échelle, prudemment à chaque pas, puis nous nous sommes tournés vers le tunnel. Nous avions fait nos bagages avant de descendre. 2 lampes frontales, des piles de rechange, une corde d'escalade, mon vieux carnet de l'armée et une boîte de sacs Ziploc d'1 gallon. J'avais laissé une note sur le frigo à l'étage, au cas où quelqu'un trouverait l'endroit avant que cela ne se transforme en os. Nous sommes partis en file indienne, moi d'abord, Dusty juste derrière, Iris fermant la marche. La lumière de ma lampe frontale éclairait la poussière comme des flocons de neige, flottant lentement, intactes par le vent. Les parois du tunnel n'étaient pas en pierre brute. Elles étaient façonnées comme si quelqu'un les avait taillées à la main des générations auparavant. On n'avait pas l'impression d'être dans une mine. On avait l'impression d'être dans un endroit plus ancien, plus soigné. L'air a changé à mesure que nous avancions. Il est devenu plus frais, humide, avec un poids derrière, comme si la terre pensait à quelque chose. 2 virages serrés plus tard, le passage s'est élargi. Je pouvais me tenir droit. Le plafond s'arrondissait au-dessus de nous comme un ventre. De l'eau gouttait au loin, lentement et régulièrement, comme le temps qui se compte lui-même. Dusty a viré à gauche, le nez contre le mur, les oreilles frémissantes. Il a fait demi-tour, a fait les 100 pas, puis s'est arrêté devant un mur de pierres empilées. On aurait dit une impasse, à moins d'y prêter une attention très particulière. J'ai collé mon oreille contre. Rien. Iris s'est approchée de moi et a passé la paume de sa main sur les joints. Puis elle s'est arrêtée. Là, a-t-elle chuchoté. Tu sens ça? Ça respire. Elle avait raison. Le plus léger courant d'air, juste assez pour vous hérisser les poils des bras. Nous nous sommes mis au travail, pierre par pierre, épaule contre épaule. La pile n'était pas maçonnée, juste vieille, sèche. Nous nous sommes relayés, en étayant toujours les côtés pour l'empêcher de s'effondrer. Cela a pris près de 40 minutes, peut-être plus. Puis ça a sauté. Un creux derrière la dernière couche, et de l'air frais nous a envahis comme de l'eau de ruisseau. Je me suis glissé le premier, puis j'ai aidé Iris à entrer. Dusty est passé en dernier, rampant comme s'il l'avait déjà fait. L'espace au-delà était large, plus large que je ne l'avais prévu. Ma lampe frontale a attrapé une bâche dans le coin le plus éloigné et une caisse à proximité. Tout était recouvert d'une poussière assez épaisse pour y écrire son nom. J'ai traversé la pièce, je me suis accroupi et j'ai soulevé la bâche. Un coffre. Coin en acier, latte de bois, sec mais intact. Un cadenas pendant, la goupille à moitié sortie, comme s'il avait été ouvert une fois et jamais plus dérangé. Je n'ai pas hésité. J'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur, des paquets enveloppés dans un tissu huilé, chacun solidement ficelé. J'ai sorti le premier et je l'ai déroulé lentement. J'ai marmonné entre mes dents. Des actes de propriété, des affidavits, des levés minéraux dessinés à la main au crayon si fin qu'on aurait dit qu'ils étaient imprimés.
Iris s'est agenouillée à côté de moi, a tendu la main et a soulevé une carte pliée. Elle l'a étalée sur la bâche, des relèvements, des notes d'altitude, des hachures et du crayon bleu. Chaque marque était étiquetée en lettres capitales nettes. Donald Davis. Un autre paquet contenait des photos, des noirs et blancs, les bords recourbés. Mon grand-père, plus jeune que je ne l'avais jamais vu sur aucune photo, debout à côté de famille, des femmes en longue jupe, des hommes au large chapeau, des enfants pieds nus en chemise simple, souriant de tout leur visage. Au dos d'une dalle, halte, tunnel nord. Iris a feuilleté pendant que je lisais. Chaque document était précis, spécifique. L'un décrivait un corps de pegmatite, riche en spodumène, une roche contenant du lithium. Un autre détaillait le débit des eaux souterraines d'une source de Mesa, notant le volume saisonnier, les dates de gel, la profondeur. Il n'avait pas deviné, il savait. Et il avait déposé des revendications. Certaines paraphées, d'autres estampillées de dates remontant à plus de 40 ans, mais rien de tout cela n'avait jamais été enregistré. Pas dans les registres du palais de justice. Ici, a dit Iris. Elle a brandi un paquet ficelé. Je l'ai dénoué et j'ai lu la première ligne. Heather, ils ont commencé à poser des questions. Des hommes en ville, pas d'ici. Ne dis à personne pour la carte. Garde-la à l'ancienne. Lettre après lettre, prudente et codée, écrite de la main de mon grand-père. Il savait qu'il venait. Il savait que la terre valait plus que les récoltes. Et il faisait confiance à Heather pour cacher la vérité. La dernière page était datée de l'hiver de sa disparition. Après ça, plus rien. C'est ce qu'elle voulait dire, ai-je dit à voix basse. Trouve ce qu'ils ont pris. Heather attendait que quelqu'un revienne. Quelqu'un qui comprendrait quoi faire le moment venu. Elle aurait pu le laisser aux avocats. Elle ne l'a pas fait. J'ai attrapé le charpie de ma veste et j'ai marqué chaque sac Ziploc. Acte, affidavit, carte, lettre. Iris a pris des photos avec son appareil. Flash éteint. Nous avons travaillé rapidement. En silence. Tout a été rangé dans le sac, serré et en couches. Dusty était allongé près du mur, la tête sur les pattes, les yeux surveillant l'entrée. J'ai zippé le sac et je me suis levé. On bouge. On triera le reste en haut. Dusty est resté immobile. Son corps s'est raidi, les oreilles en avant. Il a fait un son bas. Pas un grognement, pas un gémissement, un avertissement. Nous avons suivi son regard vers la brèche par laquelle nous étions entrés. J'ai éteint ma lumière. Iris a suivi. Le silence a rempli l'espace. Puis il est venu, faible, à travers les fissures au-dessus, près de l'échelle de la grange. Du gravier qui craque, un moteur qui tourne au ralenti. Des voix proches. Dusty est resté silencieux. Il s'est juste avancé, les muscles tendus, le nez frémissant vers le son. Nous avons reculé, chaque mouvement prudent. J'ai glissé mon sac sur une épaule, gardant l'autre main libre. Ils étaient au-dessus de nous. Je pouvais entendre des bottes sur le bois. Quelqu'un a traîné quelque chose de lourd près de la porte de la grange. Peut-être une caisse. Peut-être de l'équipement. J'ai reconnu une des voix. Du gravier dans un mixeur. Damon Bailey. Il était là. J'ai fait un geste à Iris. Nous avons reculé vers la grande chambre. Le tunnel derrière nous se divisait. Un chemin d'où nous venions, l'autre plus sombre, non éclairé, menant à gauche. Dusty s'est tourné sans attendre et a trotté dans l'obscurité. Je n'ai pas discuté, nous avons suivi. Nous avons suivi Dusty dans la bifurcation de gauche sans réfléchir. Le sol a plongé, puis s'est rétréci, et l'air s'est raréfié au point que chaque respiration semblait compter. Derrière nous, les voix d'en haut sont devenues plus claires, rebondissant à travers les fissures de la pierre. Ce n'était pas un seul camion. J'ai entendu des portières se fermer en séquence et des moteurs tourner à chaud. J'ai compté 3 paires de pas rien qu'au son. Puis Dusty s'est arrêté net, les oreilles plaquées en arrière, et je me suis approché juste assez pour voir à travers une fente dans la roche au-dessus de l'échelle. 3 camions étaient dans la cour, un noir, un rouge et un Silverado blanc du comté avec un feu arrière passager fissuré et un pare-chocs arrière cabossé. J'avais vu ce véhicule plus d'une fois tourner au ralenti derrière le quai de chargement du palais de justice lorsque je déposais un animal errant pour le refuge. Le chauffeur du juge Orinval, à moins que le comté n'en ait 2 avec les mêmes cicatrices par coïncidence.
Un homme a appelé de la grange, la voix rauque et facile comme du gravier roulant dans une boîte de conserve. Je connaissais le nom avant qu'il ne le dise. Shaun Davis, a-t-il appelé. Vous êtes sur un terrain instable là-bas, mon garçon. Mieux vaut remettre tous les matériaux avant que quelqu'un ne se blesse. Damon Bailey. 6 mois dans ce comté, il avait acheté plus de terre que la plupart des familles n'en possédaient en 3 générations. Une autre voix est intervenue. Plus calme, plus basse. Shaun, c'est Doug Perry. Tu te souviens de moi? Je ne m'en souvenais pas. Pas jusqu'à ce qu'il ajoute. J'ai chevauché avec ton père il y a longtemps. Celui-là a fait mouche. Pas fort, juste assez pour me faire perdre l'équilibre. J'ai de nouveau balayé la cour du regard. 2 des hommes portaient des étuis d'épaule, les vestes relevées exprès. Les râteliers des camions contenaient des fusils dans leurs étuis. Ils n'étaient pas là pour poser des questions. Dusty s'est approché de l'ouverture de l'échelle, les poils hérissés. Il a déplacé son poids comme s'il mettait au défi une botte de se montrer. J'ai passé un doigt sous son collier et j'ai secoué la tête une fois. Il a tenu bon, à peine. Ils appellent ça une affaire du comté, a chuchoté Iris, les lèvres près de mon oreille. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air concentrée. Elle a articulé un mot, fédéral. J'ai hoché la tête. Avec Val dans le cou, nous n'avions aucune chance d'obtenir justice ici. J'ai fait glisser la trappe juste assez pour croiser leurs regards. La lumière du jour m'a coupé le visage. Bailey se tenait près de la porte de la grange, les mains ballantes, le sourire figé comme s'il était boulonné. Doug Perry était appuyé contre le Silverado blanc, les bras croisés, observant tout. Vous n'avez pas de mandat, ai-je dit. Et j'ai un avocat qui arrive. C'était un mensonge et Bailey l'a entendu. Son sourire s'est élargi sans toucher ses yeux. On attendra, a-t-il dit. Prenez votre temps. Il n'attendait pas. Il voulait qu'on panique et qu'on fasse une erreur. J'ai fermé la trappe et j'ai reculé. Iris bougeait déjà, silencieuse et rapide, vers le tunnel derrière nous. Nous avons pris la première à gauche du chemin principal. Mauvais choix. Le sol a plongé, puis a cédé. Pas un effondrement complet, mais assez pour étouffer l'air. La poussière s'est soulevée, épaisse et sèche. Le faisceau de la lampe frontale s'est éteint dedans, avalé tout entier. Ma poitrine s'est serrée, et ma gorge brûlait comme si j'avais avalé de la craie. Air mort. La panique m'a envahi, froide et rapide, comme une main se refermant sur mes côtes. Je me suis forcé à ralentir, j'ai compté mes respirations, j'ai cherché la manche d'Iris. Elle était là. Dusty a éternué une fois, brusquement, puis a pivoté brusquement et a enfoncé son nez dans une fente étroite que je n'avais pas remarquée. De l'air passait à travers, frais et pur. Ici, a dit Iris. Elle est restée calme, ce qui a plus aidé que des mots. J'ai enlevé mon sac et je l'ai fait passer en premier, puis je me suis mis à plat ventre et je me suis faufilé. La fente s'est rétrécie à mi-chemin. Mon épaule droite s'est coincée entre 2 nervures de pierre et m'a arrêté net. La douleur a flambé, chaude comme un clou enfoncé profondément. Je suis coincé, ai-je dit, et j'ai détesté le son tendu de ma voix. Tu es coincé, a répété Iris, stable. Elle a reculé, a planté ses bottes, a accroché ses doigts à ma ceinture. Expire lentement. On le fait à 3. J'ai laissé l'air sortir, je me suis détendu quand elle a tiré, et j'ai glissé librement comme un bouchon. J'ai roulé sur le côté, haletant, mais en mouvement. Dusty s'est faufilé en dernier, la queue en un flou une fois qu'il a été dégagé. Nous ne nous sommes pas arrêtés. Le passage descendait en pente et nous a craché dans un lavoir bas derrière un genévrier. Le soleil m'a frappé les yeux durement après l'obscurité. J'ai rampé les derniers mètres et je me suis aplati contre la terre. À travers les branches, j'ai vu un des camions rouler lentement derrière la maison et s'arrêter près du corral. Une portière s'est ouverte. Quelqu'un a ri, un rire bref et méchant. Il ratisse, a dit Iris. Il pense qu'on est toujours sous terre. Pas pour longtemps, ai-je dit. J'ai épaulé mon sac et j'ai vérifié les sangles. Tout était toujours là. C'était important. On a bougé, courbé, en direction de la corniche de basalte au-dessus du moulin à vent. Le sol était un enchevêtrement de roches et de broussailles, difficile à suivre si on savait comment marcher. Dusty allait de l'avant, le nez en l'air, testant le vent comme un vieux routier.
Quand il s'arrêtait, on s'arrêtait. Quand il virait à droite, on suivait. On a traversé un ravin peu profond et on a grimpé. Mes poumons brûlaient, mais la douleur dans mon épaule me maintenait honnête. À mi-chemin, j'ai regardé en arrière une fois. La maison était silencieuse dans le creux. Les camions étaient éparpillés comme des tiques autour d'elle. Des hommes bougeaient avec détermination, ouvrant des portes, donnant des coups de pied dans des planches, s'appelant les uns les autres. Bailey se tenait près de la grange, les mains sur les hanches, la tête penchée comme s'il écoutait quelque chose d'entêté. C'est la dernière fois que j'ai regardé l'endroit en sentant qu'il m'appartenait encore. Sur la corniche, Iris a touché mon bras et a pointé du doigt. Un sentier à peine visible coupait en direction du moulin à vent, puis disparaissait dans la roche. Elle a souri une fois, un sourire bref et féroce. Par ici, a-t-elle dit. Ils ne suivront pas, Dusty est parti en avant, confiant, la queue à l'horizontale. J'ai suivi, laissant la maison, la grange et quelle que soit la version de ma vie que j'avais cru hériter derrière moi. Le sentier est devenu méchant après la crête. Des roches meubles et de vieilles racines rendaient la marche misérable, mais Iris n'a jamais ralenti. Elle se déplaçait comme si elle était née entre les lacets et les lavoirs secs. Toujours 2 pas en avant. Un doigt effleurant l'air comme si elle pouvait lire la direction sur le vent. Dusty est resté près de nous, allant de l'avant pour scanner, puis revenant en boucle. Toutes les quelques minutes, il s'arrêtait et regardait derrière nous, observant, écoutant. Je n'ai pas demandé ce qu'il entendait. Je pouvais le deviner. Nous avons atteint la première source avant midi, un mince filet d'eau sous des racines de peuplier, juste assez pour remplir nos gourdes. Iris s'est accroupie, recueillant de l'eau dans ses paumes. Elle n'a parlé qu'après que nous ayons enlevé la boue de nos bottes et continué notre chemin. On peut en faire 3 autres comme ça, a-t-elle dit en pointant du menton. Chacune est à 20 ou 30 minutes de distance si on ne rencontre pas de crue. J'ai hoché la tête. Tu as déjà fait ça. Pas exactement comme ça, a-t-elle dit, mais presque. On a bougé de lisière en lisière, bas et rapide, ne laissant rien derrière nous. Dusty marquait chaque arrêt d'un coup de nez au vent et d'un léger battement de queue. C'était le signal. En sécurité pour l'instant. En fin d'après-midi, je les ai entendus. Des hurlements fins portés par la chaleur et la poussière. Des chiens de chasse, au moins 2, peut-être plus. Le son semblait lointain, mais ça ne voulait pas dire grand-chose ici. J'ai jeté un coup d'œil à Iris. Elle l'avait entendu aussi. Dusty s'est figé une demi-seconde, puis a plongé le nez dans un canal latéral boueux comme s'il était né en connaissant l'astuce. Il s'est roulé vigoureusement, recouvrant tout son corps de boue. Il est ressorti ressemblant à une ombre de lui-même, la queue toujours remuante, les yeux vifs. Chien malin. Nous avons suivi son exemple, masquant notre odeur du mieux que nous pouvions. J'ai traîné de la terre humide sur nos traces, puis j'ai dispersé des broussailles à l'envers. Mon épaule me faisait mal comme du feu chaque fois que je la levais, mais je ne me suis pas plaint. On n'avait pas le temps. L'étang des castors était le suivant, de l'eau jusqu'aux genoux et assez froide pour engourdir les os d'un homme. On a bougé lentement, juste sous la surface, en faisant attention de ne pas faire de bulles qui pourraient nous trahir. J'ai tenu la peau du cou de Dusty d'une main et le coude d'Iris de l'autre. Le fond était mou et plein de vieilles branches, mais on a réussi à traverser. Les dents claquant, les jambes à moitié mortes. Une fois sorti de l'eau, je nous ai tirés sur du gravier sec et je me suis laissé tomber à plat. Aucun signe de mouvement derrière nous. Mais les chiens n'étaient pas partis, juste ralentis, confus, peut-être. On a continué à bouger. J'ai rythmé notre marche par habitude. 6 minutes de marche, 2 minutes de repos. Vieux rythme de K9. Une fois que le sable a commencé à céder la place à de la pierre solide, j'ai dû enlever nos bottes et les porter. Pieds nus, on laisserait moins de traces une fois le soleil couché et le vent levé. Dusty s'est arrêté près d'un genévrier tordu et a gémi. Iris a tapé sur mon bras et a pointé du doigt. Un affleurement de basalte en forme d'étagère nous a donné juste assez de couverture pour ramper en dessous et respirer. On s'est installé avec le reste de notre viande séchée et une gourde d'eau de ruisseau partagée. « Tu as déjà dormi comme ça ?» ai-je demandé. « J'ai dormi pire » a-t-elle dit, dans une tente au milieu d'une tempête avec ma tante qui ronflait à côté. J'ai réussi un demi-rire. Ça a l'air juste. Elle s'est déplacée, a resserré sa veste. On devra bouger à la première lueur. Il y a un dîner sur la route 64,
5 tabourets de bar et la meilleure tarte aux cerises de l'État. Je te crois. Elle a penché la tête en arrière, puis a pointé du doigt le ciel. Tu vois ce groupe d'étoiles? A-t-elle demandé. Mon grand-père m'a appris à lire l'heure avec ça. Si elle s'aligne avec la ligne de crête, on a environ 5 heures avant l'aube. Je n'ai pas demandé comment elle savait tout ça. J'ai juste hoché la tête, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'oublier le bruit des bottes sur le bois de la grange. Mais la note des heures n'arrêtait pas de clignoter derrière mes paupières. Trouve ce qu'ils ont pris. Chaque mot plus lourd que le précédent. À la première lueur, nous avons bougé. Silencieux, rapide et régulier. Mes jambes semblaient être en bois. Chaque rocher poignardait comme un clou, mais la route était proche. Je le sentais dans mes côtes. Nous avons atteint le dîner juste après 7 heures. Un bâtiment bas avec de la peinture délavée et un parking en gravier. J'ai attaché Dusty au poteau de la clôture et je suis entré. Ça sentait la graisse de bacon et le vieux café. Une serveuse aux cheveux blancs m'a versé une tasse avant même que je m'assoie. Tu as l'air épuisé, mon sucre, a-t-elle dit. Tu veux des œufs ou juste de la tarte? De la tarte, ai-je dit. 2 parts et une tasse pour elle aussi. J'ai trouvé le téléphone public près des toilettes, j'y ai mis 2 pièces de 25 cents et j'ai composé le numéro que je gardais dans mon portefeuille depuis 5 ans. Un ami du refuge m'avait dit un jour que si jamais je rencontrais quelque chose de lourd, de vraiment lourd, de demander un nom, l'agent spécial Travis Nelson. Il a décroché à la 2e sonnerie. Nelson. Je n'ai pas perdu de temps. Je m'appelle Sean Davis. J'ai des documents scellés, des cartes et un affidavit de titres liés à une fraude immobilière et à des revendications minières impliquant Bellet et le juge Val. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Il n'a pas fait de pause. Où êtes-vous? Dîner près de la route 64. Juste à l'est du kilomètre 112. Soyez au kilomètre 118 dans 2 heures, a-t-il dit. Un adjoint vous attendra. Ne soyez pas en retard. Il a raccroché. C'était tout. Pas de questions, pas de promesses. Iris a fini sa tarte en silence. Dusty se léchait les pattes sous la table comme si c'était un mardi ordinaire. Je ne pouvais pas rester assis. Nous sommes sortis au bord du parking et avons fait du stop. On a eu de la chance. Un camion de nourriture pour animaux s'est arrêté. Une benne ouverte à moitié pleine de sacs de céréales. La conductrice était une femme rousse en salopette et des bottes plus vieilles que moi. Vous avez besoin d'un coup de main, les enfants, a-t-elle demandé. Jusqu'au kilomètre 118, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Montez. Je ne poserai pas de questions. J'ai aidé Iris à monter à l'arrière, puis j'ai hissé Dusty. Le camion a cahoté sur la route et ne nous a rien demandé de plus. C'était un cadeau. Elle a tendu une couverture à Iris à mi-chemin et m'a regardé dans le rétroviseur. Ce chien a des yeux gentils, a-t-elle dit. Ne laissez personne vous dire le contraire. Nous avons atteint le 118 avec 5 minutes d'avance. Un SUV gris s'est approché lentement de l'accotement, les pneus crissant nettement sur le gravier. Le conducteur est sorti. Un homme grand, fin de la trentaine peut-être, pas d'uniforme, pas de badge, juste une plaque d'exemption et une voix qui voulait dire affaire. Montez, a-t-il dit. Puis il a ouvert la porte arrière sans regarder nos visages. J'ai aidé Iris à monter. Dusty a sauté et s'est installé entre les sièges, le nez posé sur la console comme s'il l'avait fait 100 fois. Le conducteur a attendu que les portes se ferment. Puis il a dit, adjoint US Marshall et Frank-Hall. On prend le relais à partir d'ici. Dusty a fermé les yeux avant qu'on atteigne les 40 km/h. Le chien n'a même pas bronché quand les pneus ont quitté le gravier et ont trouvé le bitume. Le SUV n'a ralenti que lorsque le portail s'est refermé derrière nous. Du béton, des caméras et un calme qui semblait mérité. L'adjoint et Frank-Hall s'est garé sous une lumière qui bourdonnait comme si elle avait mal à la tête. Il a coupé le moteur et a hoché la tête une fois, le genre de hochement de tête qui signifiait que nous étions officiellement ailleurs maintenant. L'agent spécial Travis Nelson nous a accueillis à la porte. Il était plus grand que moi et mince, avec la posture de quelqu'un qui ne gaspillait pas ses mouvements. Il a dit peut-être 12 mots dans la première demi-heure, et la plupart concernaient la garde des preuves et le fait de ne rien ouvrir de ce que nous avions scellé. Les US Marshals s'occupaient de la sécurité et du transport. Travis s'occupait du dossier, de manière nette et précise.
Nous avons posé le sac sur une table en acier. Efrain a mis des gants sans commentaire et a commencé l'inventaire comme s'il réglait une montre. Chaque sac Ziploc a été enregistré, photographié, puis enregistré à nouveau. Les dates écrites, les heures écrites, les coordonnées GPS écrites, 3 séries de photos sous 3 angles. Il avait une manière fluide de faire les choses minutieuses, comme si c'était important pour lui que rien ne glisse. J'ai remis la note des heures en dernier. Travis l'a lu une fois lentement, puis l'a glissé dans une pochette. Il n'a pas commenté, ce qui, d'une certaine manière, semblait respectueux. Le bureau du juge Val a essayé de me joindre 2 fois, a dit Travis en vérifiant son téléphone. Il l'a retourné. Je fais appel au procureur des États-Unis et je dépose une plainte sous scellé au tribunal fédéral. Il ne nous a pas regardé en le disant. Il n'en avait pas besoin. La fraude immobilière inter-État et les droits miniers placent cette affaire directement sous la juridiction fédérale, a-t-il ajouté. L'angle de la corruption nous donne des accroches supplémentaires. Iris a laissé échapper un souffle qu'elle retenait. Dusty était assis près de mon genou, calme, comme si c'était une autre salle d'entraînement. Travis a passé un appel et a dit à quelqu'un d'envoyer Rexfordham. Environ 20 minutes plus tard, la porte s'est ouverte et un vieil homme est entré avec un tube en carton sous le bras et des demi-lunes glissant sur son nez. Il se déplaçait avec précaution, mais ses yeux étaient vifs. J'ai gardé des copies depuis le début des années 80, a dit Rexford comme s'il attendait que quelqu'un lui pose la question. Certains collectionnent des timbres. Moi, je collectionne des cartes. Il a déroulé un levé pré-réforme sur la table. Les relèvements correspondaient si précisément aux notations de Donald que mon estomac s'est retourné. Un méandre de ruisseau qui n'existait pas sur les grilles plus récentes se courbait exactement là où Donald l'avait dessiné. Ils ont déplacé les lignes de section dans les registres, a dit Rexford en tapotant le papier avec un stylo. Pas sur le terrain. Ça arrive quand les hommes pensent que le papier est plus important que la terre. Travis a hoché la tête une fois. Iris s'est penchée, traçant les lignes avec son doigt. J'ai senti quelque chose se calmer dans ma poitrine qui était lâche toute ma vie. Rexford a plissé les yeux devant l'une des photos du coffre. Je connaissais votre père, a-t-il dit en levant les yeux vers moi. Lui et Doug Perry ont été guides un hiver, en 2004. Des chasseurs de la grande ville qui ne connaissaient pas la neige du sel. Mon père était guide, ai-je demandé. Oui, a dit Rexford. Bon œil pour la météo. Il a sauvé mon neveu d'une crue éclair une fois. Il l'a tiré sur une berge par le col et ne l'a pas lâché. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé les oreilles de Dusty frémir à un son dans le couloir. Comment est-il mort, ai-je demandé finalement. Rexford a enlevé ses lunettes et les a pliées lentement. Le camion est tombé dans le San Marcos en 2009, après la nuit. Il était seul. Les enquêteurs ont conclu à un accident. J'ai hoché la tête. Cet endroit vide que les garçons portent quand leurs pères leur apprennent la mauvaise leçon en partant. Lourd et familier. La voix de Doug depuis la grange a résonné dans ma tête, disant le nom de mon père comme si cela signifiait quelque chose pour lui. Iris s'est éloignée pour passer un appel. Elle a parlé bas et vite dans le coin, puis est revenue avec un signe de tête bref. Ma tante dit que le conseil entend des rumeurs. Bailey fait pression pour de nouveaux permis sur de vieilles eaux. Ils savent que ça sent mauvais. Bien, a dit Travis. On veut qu'il parle. Nous avons signé d'autres formulaires. Efrain a de nouveau scellé le coffre avec du ruban adhésif de preuve et a paraffé dessus comme s'il fermait une porte qui comptait. Travis nous a dit que nous resterions sous des noms qui n'étaient pas les nôtres pendant un certain temps. Commandez quelque chose de chaud, a-t-il dit en me tendant une carte clé. Vous avez tous les deux l'air de sortir d'un puits. Le motel n'avait rien de spécial. Assez propre, assez calme. J'ai sorti la note des heures de ma poche et je l'ai posée sur la table de chevet comme si elle y appartenait. Dusty a fait le tour de la chambre, a vérifié la salle de bain, puis s'est couché avec une patte appuyée contre la porte. Il ronflait comme un petit moteur. Je me suis assis au bord du lit et j'ai fixé l'écriture jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Iris a pris une douche et est sortie enveloppée dans une serviette, les cheveux humides et lâches. Elle n'a rien dit, s'est juste assise à côté de moi et a appuyé son épaule contre la mienne. Nous sommes restés comme ça pendant un moment, respirant en synchronisation, le silence faisant un peu de travail pour nous. Le sommeil est venu difficilement, mais il est venu. Quand je me suis réveillé, la chambre était grise de la première lumière, et Dusty était déjà alerte, les oreilles dressées,
la queue immobile. Travis a frappé une fois et est entré avec du café et un dossier plié. Il n'a pas perdu de temps. On passe au tribunal fédéral cette semaine, a-t-il dit. Val essaiera de nous arrêter. Il n'y arrivera pas, il a exposé le plan en langage clair. Renvoi au tribunal fédéral, dépôt sous scellé, un grand jury en préparation si les preuves tiennent. Les cartes de Rexford ancreraient le titre. L'affidavit de Donald montrerait l'intention et la revendication antérieure. La note des heures établirait la connaissance et la continuité. Vous avez bien fait, a dit Travis en me regardant alors. Vraiment en me regardant. La plupart des gens ne le font pas. Je ne savais pas comment répondre à ça, alors j'ai hoché la tête. Iris a posé 2 questions pointues sur le calendrier et la presse. Travis a répondu aux 2 sans hésiter. Quand il est parti, j'ai lacé mes bottes et j'ai sorti Dusty. Le matin sentait l'asphalte qui se réchauffait et le café qui dérivait de quelque part plus loin. J'ai parcouru la longueur du parking avec lui, le laissant renifler, laissant mes jambes se souvenir de ce que signifiait la stabilité. Je suis rentré et j'ai zippé mon sac, même s'il était vide maintenant. L'habitude. Iris m'a regardé et a souri. Un petit saut ensuite, on reste hors de vue et hors des radars, et on fait exactement ce que dit Travis. Dusty s'est levé, s'est étiré, puis a trotté jusqu'à la porte comme s'il pointait. Au moment où nous sommes revenus du bar du petit déjeuner du motel, toast brûlé, œufs durs comme du gravier et café au goût de carton, Travis avait déjà la nouvelle point rire, mais réelle. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a-t-elle demandé. J'ai mis mon sac sur mon épaule et je me suis dirigé vers la porte. Il n'a pas pris de gants. Bailey a déposé une plainte civile à 8h02 ce matin, a-t-il dit en posant un dossier imprimé sur la table. Il dit que les matériaux ont été volés sur sa propriété. Il veut une ordonnance de saisie immédiate. J'ai parcouru la première ligne. Demandeur, Damon Bailey. Défendeur, Sean Davis. Il a dit que je lui avais volé, ai-je demandé, presque en riant. Travis n'a pas sourcillé. Val a signé une ordonnance de saisie temporaire à 8h19. Langage standard. Application immédiate. Mon estomac brûlait comme si j'avais avalé une poignée de clous. Vous aviez dit que c'était fédéral maintenant. Ça l'est, a-t-il dit. J'ai déposé une motion à 8h43 pour renvoyer l'affaire civile en vertu de la doctrine de la question fédérale et je l'ai liée à l'enquête sur la fraude. Cela suspend l'ordonnance jusqu'à ce qu'un juge fédéral examine la compétence. Eh bien, je serai. Ai-je marmonné? Si vite. Il frappe, a dit Travis. Ça veut dire qu'on a touché quelque chose de réel. Iris s'est penchée sur le dossier, la mâchoire serrée. Ils ne perdent pas de temps. Personne n'a parlé pendant 1 minute. Dusty s'est agité sous la table et a laissé échapper un léger soupir. Puis l'appel est arrivé. Le téléphone de Travis s'est allumé. Il a répondu, a écouté pendant peut-être 10 secondes, puis l'a tendu à Efrain. Le visage de l'adjoint n'a pas bougé d'un pouce pendant qu'il écoutait, mais il attrapait déjà sa veste avant que la ligne ne se coupe. Le bureau de l'enregistrement du comté est en feu, a dit Efrain. Un employé a vu un type avec une casquette de ranch jeter quelque chose dans une poubelle près de la salle des microfilms. Travis m'a regardé. Vous venez. Nous sommes arrivés rapidement. Plus vite que les pompiers locaux. De la fumée s'échappait du côté ouest du bâtiment, s'enroulant comme un brouillard sale. Le toit n'avait pas encore pris, mais le bureau brûlait bas et large. Ce n'était pas un accident. Dusty a sauté avant même que je puisse attacher sa laisse. Il a tiré fort vers l'arrière du bâtiment, le nez frémissant comme s'il suivait un fil à travers la fumée. Derrière la benne à ordures de la ruelle, il s'est arrêté net, a aboyé une fois, sèchement, et s'est assis à côté d'un bidon de carburant cabossé à moitié caché dans du papier déchiqueté. Efrain a fait signe à l'équipe de pompiers de contourner par l'arrière. L'un d'eux a pointé le couvercle. Encore chaud. Je suis entré dans le hall arrière avec Travis et Iris pendant que l'équipe dégageait la fumée. L'endroit sentait la moquette brûlée et le papier roussi. À l'intérieur de la salle des microfilms, des bobines de registre de propriété du comté fondaient en une flaque noire. Rien à sauver. Les dégâts étaient chirurgicaux, uniquement la salle. Tout le reste à peine touché. Une caméra de rue en face de la bibliothèque publique a filmé l'arrière d'un camion plateau qui démarrait en trombe. La plaque d'immatriculation a été retracée jusqu'à un sous-traitant travaillant sur le terrain de Bailey.
Le même après-midi, Efrain a arrêté un des hommes de Belley pour un feu arrière cassé. Pas de drame, pas de poursuite, juste un arrêt discret sur une route de campagne. L'homme a craqué en moins de 20 minutes. Il leur a dit où ils s'étaient rencontrés, ce qu'ils avaient dit, et a donné un téléphone prépayé utilisé pour tout coordonner. Il était censé brûler les microfiches et les dossiers, a dit Travis plus tard. Il ne savait pas que ce n'étaient pas les seules copies. J'ai regardé Rexford. Le vieil homme avait une lueur dans les yeux et un sac en cuir usé sur les genoux. Je vous l'ai dit, a-t-il dit. Certains jouent aux dames. Moi, je sauvegarde les registres. Il a sorti un rouleau de copies de microfiches, des originaux qu'il avait dupliqués chez lui. Juste au cas où, a-t-il dit comme si c'était une chose normale. Efrain a scanné les images sur un disque sécurisé. Chaque image montrait des entrées de registre claires sous le nom de Donald Davis. Revendications minières, droit sur l'eau, carte de parcelle, puis environ 6 mois plus tard, les mêmes lignes rayées et réécrites d'une autre main. Rexford a encerclé 2 images et a pointé du doigt avec la pointe d'un crayon. Cette encre provient d'une cartouche différente, et ce ne sont pas les initiales du greffier du comté, a-t-il dit. Je travaille à côté d'elle depuis 1985. Elle boucle CRS. Celle-ci non. Travis s'est penché. Ça tiendra la route. Rexford a hoché la tête. Mieux que ce qu'il leur reste. Pendant qu'Efrain enregistrait tout, Iris écrivait. Elle n'a pas cité de nom. Elle n'a pas spéculé. Elle a écrit les faits en lignes simples et précises et a terminé par une question. À qui profite la disparition des registres? Le journal l'a publié le lendemain matin. En première page, au-dessus du pli. Pas de photo, juste sa signature et le titre. La salle des registres brûle, l'histoire effacée. J'ai regardé Dusty dormir sous la table pendant qu'elle écrivait, les pattes frémissant comme s'il poursuivait quelque chose dans ses rêves. Je connaissais ce sentiment. Cette nuit-là, le refuge a appelé, une tempête arrivait. Des animaux errants étaient chassés des ponceaux et avaient besoin d'un endroit chaud. J'avais 6 enclos propres et une grange qui pouvait contenir 4 caisses de plus. Déposez-les, ai-je dit à la femme. On fera de la place. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais j'avais besoin de faire quelque chose de réel. Pendant que des hommes adultes jouaient avec des allumettes et déplaçaient des lignes sur des cartes, j'avais besoin de disposer de la nourriture et de la litière fraîche, de couper des ongles et de traiter des points chauds. Les chiens ne mentent pas. Ils ne brûlent pas de registres. Ils ne déposent pas de fausses revendications ou n'incendient pas des salles fortes pour couvrir une piste de papier. Ils se présentent juste jour après jour, le nez au sol, le cœur ouvert, prêts à travailler. Dusty m'a appris ça sans dire un mot. Travis est passé vers minuit. Il n'est pas resté longtemps, s'est juste appuyé contre le cadre de la porte de la grange, m'a regardé finir d'empiler la nourriture. Le tribunal dans 2 jours, a-t-il dit. Restez discret. Iris dormait dans le grenier. Dusty était enroulé au pied de l'échelle comme une sentinelle. Je n'ai pas dormi. Je suis resté dehors avec une lampe de poche et j'ai vérifié les clôtures toutes les heures comme mon grand-père le faisait, même si je ne le savais pas jusqu'à maintenant. J'ai pensé à mon père. J'ai pensé au camion sur la glace noire. J'ai pensé à Doug Perry debout dans ma grange comme s'il y appartenait. Et je n'arrêtais pas de me poser une question que je n'aimais pas. Un homme peut-il être 2 choses à la fois et s'en sortir? Le tribunal fédéral était plus froid que je ne l'avais prévu. Pas seulement l'air, mais l'atmosphère. De la pierre, de l'acier et des règles qui ne se pliaient pour personne. Le juge Orinval n'était pas sur le banc. Travis l'avait récusé pour conflit d'intérêts, et un juge itinérant de l'article 3 a pris sa place. Cheveux gris, yeux stables, aucune patience pour le théâtre, pas de petites conversations. Nous nous levions quand on nous le disait, nous nous asseyions quand on nous le disait. C'était tout. Travis a commencé, propre et lent, de la manière dont les hommes le font quand ils savent qu'ils ont la vérité de leur côté et n'ont pas besoin de ruse. Il a mis la chaîne de possession au dossier. Pièce par pièce. Le coffre de la grotte. Les lettres enveloppées dans un tissu huilé. La note des heures. La carte dépliée en grand. Les relèvements correspondant au terrain comme s'il avait toujours su où il appartenait. Il ne s'est pas pressé. Il a laissé la salle rattraper son retard. Rexford a ensuite témoigné. Il s'est déplacé avec précaution, a ajusté le microphone une fois, puis a parlé comme s'il réglait une montre, stable,
précis, sans mots superflus. Il a expliqué les levées pré-réforme, les lignes de section et comment on peut changer le papier sans jamais déplacer la terre. La carte de Donald Davis établit le titre original et l'intention, a-t-il dit. Les microfiches montrent une altération ultérieure. Elles servent à des fins différentes. Le juge a hoché la tête, a écrit quelque chose. Le tribunal a considéré la carte et l'affidavit de Donald comme le fondement du titre. Les copies de Rexford ont prouvé que la falsification est intervenue plus tard. C'était important. On pouvait le sentir. Iris est passée ensuite. Elle n'a pas enjolivé les choses. Pas de drame. Juste la vérité en mots simples. Comment elle avait entendu des hommes parler de lithium sous le comté. Comment ils avaient plaisanté sur le fait de perdre la fille si elle ne se taisait pas. Comment Dusty s'était interposé entre elle et le danger comme par instinct. Comment le tunnel l'avait menée à ma grange quand elle n'avait nulle part où aller. Elle n'a pas regardé Bailey en parlant. Elle a regardé le juge. Puis Travis a présenté les photos. Des tirages en noir et blanc disposés sur l'écran. Mon grand-père, plus jeune que moi, debout près d'une source avec des familles rassemblées. Des femmes en longue jupe, des enfants pieds nus, souriant comme si le monde ne leur avait pas encore appris à être prudent. Des dates écrites de la main soignée de Donald. Des notes dans les marges. Halte sur ici. Gardez la porte ouverte. Le juge s'est penché en avant. La galerie s'est penchée avec lui. C'est la première fois que j'ai tout compris. Le tunnel ne servait pas seulement à cacher une carte. Il ne s'agissait pas seulement de terre, de lithium ou d'eau. C'était une issue, un passage. Quand des hommes comme le père de Bailey chassaient les gens des terres qu'ils occupaient depuis toujours, Donald leur donnait une autre porte. Iris a serré mes phalanges sous la table. Juste une fois. Assez. La défense a appelé la greffière du comté ensuite. Elle a prêté serment, s'est assise droite et a affirmé qu'elle ne se souvenait pas pourquoi certains dépôts n'apparaissaient jamais dans le registre. Elle l'a répété encore et encore comme si la répétition pouvait en faire une vérité. Travis l'a laissé parler. Puis il a affiché une image agrandie d'une microfiche de Rexford. 2 entrées, même parcelle, même date, encre différente, écriture différente. Celles-ci sont-elles toutes les deux les vôtres, a demandé Travis. Elle a hésité. La salle est devenue tendue. Non, a-t-elle dit finalement. Laquelle n'est pas la vôtre, a demandé Travis. Elle n'a pas répondu. Son avocat s'est opposé. Le juge l'a rejetée sans lever la tête. La galerie est restée silencieuse, mais on pouvait sentir le changement. Des bouches serrées, des bras croisés, des gens se penchant en arrière comme s'ils avaient besoin de prendre leur distance avec le mensonge. Quand le tribunal a suspendu l'audience, je suis sorti dans le couloir pour respirer. C'est là que j'ai vu Doug Perry. Il se tenait près des fenêtres, le chapeau dans les 2 mains comme s'il pesait 10 livres, plus âgé que je ne m'en souvenais de la grange, plus petit en quelque sorte. Il ne m'a pas regardé, s'est dirigé directement vers Travis et a demandé, bas et sérieux, du temps au dossier. Quand le tribunal a repris, Doug a témoigné. Il a dit au juge qu'il avait été le contremaître de Bailey pendant 15 ans. Avant ça, il chassait avec mon père. Il a parlé avec précaution, comme si chaque mot lui coûtait quelque chose. Il a dit que le père de Bailey se vantait d'une roche à batterie sous les terres de Davis. Il a dit que le vieil homme avait dit à son fils de posséder le papier et que le reste suivrait. Doug a dit que mon père avait refusé de vendre, refusé de signer. Il leur avait dit qu'il préférait manger de la terre. Puis Doug a raconté l'histoire qui a tout terminé. Une tempête de neige des années auparavant, un vent si fort qu'il vous arrachait le son des oreilles. Doug a perdu pied sur une crête. Mon père l'a attaché à un cèdre et l'a tenu là jusqu'au matin pour qu'il ne soit pas emporté dans le vide. Je lui dois la vie, a dit Doug. Sa voix a tremblé une fois, puis s'est stabilisée. Je ne peux plus porter cette dette. J'ai mal agi. J'assumerai les conséquences. Il a donné des noms, des dates, a mis les déjeuners du juge Val avec Bailey sur le tableau comme des épingles sur une carte. Le huissier est sorti de la salle pendant le témoignage, est revenu plus tard et a menotté un jeune greffier juste devant les portes sur un mandat d'arrêt actif. La nouvelle a voyagé vite. On pouvait l'entendre dans la salle. Plus tard, Travis m'a dit que Val ferait face à un grand jury sur des chefs d'accusation de corruption distincts. Affaires différentes, même pourriture. Le juge a rendu sa décision depuis le banc avant le déjeuner.
Les revendications de Donald Davis ont été maintenues. Les droits miniers et sur l'eau sont revenus à la succession Davis. Tous les transferts intermédiaires entachés de fraude ont été annulés. Une affaire pénale serait engagée contre Bailey et d'autres. Pas de discours, pas d'avertissement, juste la loi appliquée simplement. Je n'ai pas pleuré. Je ne fais pas ça facilement. J'ai juste posé ma main sur le cou de Dusty et j'ai senti sa queue taper une fois contre ma botte. Solide, réel, comme un poteau de clôture bien enfoncé. Le tribunal a levé la séance. Et pour la première fois depuis que cette lettre est arrivée, j'ai senti le sol cesser de bouger sous mes pieds. 94 jours plus tard, j'ai pris la longue route pour rentrer chez moi. Fenêtre baissée, acte de propriété dans la boîte à gants et un nouveau cadenas de grange qui cliquetait sur le plancher passager. La terre avait l'air différente en revenant. Pas plus douce, juste installée, comme si elle attendait que le bon nom revienne sur le papier. Le mien. Je suis arrivé juste avant le crépuscule. Le porche s'affaissait de la même manière, mais l'air sentait moins l'attente et plus le travail. De la poussière et du bois chauffé par le soleil. Le genre de propreté qui vient de l'absence, pas de la négligence. À l'intérieur, j'ai ouvert toutes les fenêtres, balayé les coins et frotté les comptoirs jusqu'à ce que les chiffons deviennent noirs. J'ai trouvé la vieille bouilloire des heures, je l'ai nettoyée et je l'ai remise sur la cuisinière où elle devait être. J'ai construit une nouvelle table pour la pièce de devant, en chêne robuste, rien de sophistiqué, et je l'ai placée juste là où se trouvait son poste de couture. La lumière du matin la frapperait de la même manière. Puis j'ai pris une inspiration, je suis sorti et j'ai demandé à Iris de marcher avec moi. Nous n'avons pas beaucoup parlé en traversant le pâturage. Dusty trottait devant, les oreilles frémissantes à chaque son, la queue haute. Le peuplier près de la source était plus épais que dans mes souvenirs. Il avait poussé tranquillement pendant tout le combat. J'ai sorti la bague de la poche de mon manteau. Une simple bande d'argent, pas de boîte, pas de discours. Je l'avais acheté sur Grand Street pour moins qu'une selle. Je n'ai même pas marchandé. Je ne sais pas ce qui va suivre, ai-je dit. Je sais juste que je veux le partager. Elle n'a pas attendu que je mette un genou à terre, elle s'est juste approchée, m'a pris le visage entre ses deux mains et a dit oui. Puis elle m'a serré dans ses bras comme si elle voulait nous souder ensemble. Le lendemain matin, nous avons affiché de nouveaux panneaux sur les clôtures, fermes, polies et claires. Interdiction de pénétrer, pâturage sur accord uniquement. En dessous, en plus petites lettres, accès à l'eau avec respect. Se renseigner à la maison. J'ai engagé 2 hommes de la communauté de Redcliffe, Caleb Yazi et Nora Behay. Ils n'ont pas perdu de temps, sont arrivés tôt, ont travaillé sans interruption et ne se sont pas souciés de bavarder. Je les ai payés équitablement, je leur ai donné des horaires précis. Ils m'ont donné des résultats. Nous avons rencontré le conseil pendant 3 soirées à l'ancienne école. Pas de discours, juste des cartes, des notes, du café et des discussions honnêtes. Nous avons rédigé un mémorandum pour la cogestion du débit de la source. Ils ont d'abord demandé la restauration, le contrôle de l'érosion, la qualité de l'eau, le nettoyage des herbes envahissantes. J'ai accepté sans hésitation. Le profit plus tard, leur ai-je dit. La gérance d'abord. Un dimanche, Rexford est arrivé dans une camionnette rouillée et m'a tendu un thermos et un dossier. À l'intérieur du dossier se trouvaient 2 cartes de tempête dessinées à la main du début des années 70. Il a pointé du doigt une butte près de la clôture. Votre grand-père s'asseyait là, a-t-il dit. Il regardait les tempêtes dévaler la crête. Il disait que ça l'aidait à réfléchir. J'ai construit un banc là la semaine suivante. En pin à dos plat, boulonné à la pierre. Assez solide pour résister aux intempéries. Après une vague de froid en janvier, le refuge a appelé, disant qu'ils étaient débordés. Je leur ai dit d'en amener 5. J'ai installé des caisses dans la grange avec du foin frais et des couvertures du coffre Kaiser gardé pour le quilting. Dusty marchait entre eux comme un contremaître, reniflant chacun, tournant 2 fois, puis s'installant à côté d'un chien à 3 pattes avec une tache en forme de cœur sur l'œil. Elle s'appelait Junipé. Elle pouvait encore distancer les plus jeunes. Je ne m'attendais pas à l'émotion lorsque j'ai visité la tombe des heures. J'ai apporté l'enveloppe crème avec son écriture et j'ai relu la note, debout là, sous un ciel gris, les mains froides dans mes poches. Je l'ai trouvée, ai-je dit. Vous aviez raison d'attendre. J'ai laissé l'enveloppe sous une pierre près de la pierre tombale, là où le vent ne pourrait pas la voler. Certaines nuits,
je me réveillais encore en m'attendant à entendre des pneus de camion sur le gravier. Ce vieux sont de mauvaises nouvelles arrivant dans le noir. Ces nuits-là, je parcourais la clôture avec des bottes poussiéreuses crissant sur le gel. Lampe de poche éteinte. Les grenouilles de la source chantaient bas et régulièrement, comme si elles le faisaient bien avant que l'un de nous n'arrive. Ce son, le son de la terre choisissant encore de parler, m'a fait croire que nous étions à la maison. Bélé est tombé. Pas sur tout. Ils ne le font jamais. Mais assez pour qu'il ne marche plus sur la terre d'un autre homme comme s'il la possédait. Complot, falsification de documents, un chef d'accusation de fraude qui avait de vraies dents. Son nom a disparu du journal en moins d'une semaine. Pas de titre, pas de photo d'identité judiciaire, juste 3 pouces d'impression sous les résultats de la vente aux enchères de bétail. Val a démissionné avant l'audience, invoquant le stress et la distraction publique. Son inculpation est sortie le même jour que l'ouverture de la foire. La plupart des gens l'ont manqué. Page 3, en bas à droite. Le genre de sortie qui ne vous fait même pas plier le journal. Doug a plaidé coupable. Peine plus légère parce qu'il a dit la vérité et a mis à nu le système. Qui savait quoi? Qui s'est rencontré où? Qui a signé quoi sous la pression ou le prix? Je lui ai écrit une fois. Je lui ai dit que mon père aurait dit merci et aussi de faire mieux la prochaine fois. Doug a répondu 4 lignes. La dernière disait « J'ai serré ». Le tribunal a établi la succession Davis à un peu moins de 5600 acres. Droit minier complet sur les dépôts que Donald avait fait, plus la priorité sur le ruisseau sur 9 miles de débit. Ce chiffre ne signifiait pas grand-chose pour moi sur le papier, mais la première fois que je me suis tenu sur la crête nord et que j'ai vu l'herbe onduler d'une clôture à l'autre comme si elle respirait, alors j'ai compris. Cette terre n'était pas des chiffres. C'était du mouvement. Iris et moi avons signé le mémorandum de cogestion de l'eau avec le conseil juste avant la saison des semailles. Nous avons plafonné les prélèvements totaux, rédigé une section sur la mesure du débit après les tempêtes et mis en place un comité d'examen local pour les litiges. Iris a insisté pour que nous ajoutions une règle selon laquelle chaque nouvelle canalisation doit inclure une échelle pour la faune. Elle a dit, si nous prenons, nous devons. Elle avait raison. Nous avons examiné de près le lithium, parlé à 3 entreprises. Celle que nous avons choisie a présenté un plan qui ne dévorait pas les collines ni ne tuait les sources. Modèle coopératif, paiements locaux, fonds de restauration provisionnés avant que quiconque ne voie un sou. Et le contrat incluait une clause de résiliation. Une seule violation, ils sont dehors. Pas d'appel, pas de faille, pas de poignée de main en coulisses. J'ai passé le reste du printemps à transformer la Grange Ouest en un véritable refuge. 10 enclos, des lampes chauffantes, des aérations de toit, des tapis en caoutchouc et des lits surélevés que j'ai construits avec de vieilles palettes et des planches de clôture. Tous les samedis matins, une file d'enfants se présente pour promener les chiens. Ils apportent des biscuits et des histoires, Dusty se pavane entre eux comme un chef d'équipe, la queue haute, vérifiant les portes comme si elles pouvaient soudainement se décrocher s'ils ne le faisaient pas. Nous avons également sécurisé le tunnel. Nouvelle porte en acier, entrée à clé, verrouillée, mais accessible. Le conseil, les pompiers et les secours ont tous des copies. Pas pour cacher quoi que ce soit cette fois, mais pour le protéger. À l'intérieur, juste au-delà du seuil, nous avons monté une petite plaque de bronze avec le nom de Donald. En dessous, une ligne écrite par Iris. Une bonne porte s'ouvre à quiconque en a besoin. Parfois, je me tiens là et je la lis à voix haute juste pour m'assurer qu'elle a toujours un sens. On a encore des camions de temps en temps, des hommes qui roulent lentement devant le portail. Plaque d'immatriculation d'autres États, feux de route allumés, même en plein jour. C'est bon. Laissez-les voir. Laissez-les voir les clôtures réparées. Les champs qui reverdissent. Un bâtard étendu sous le moulin à vent, dirigeant l'endroit depuis un coin d'ombre comme s'il possédait le sol sur lequel il reposait. Laissez-les voir ce que nous avons gardé et ce que nous avons donné. Je ne m'emporte plus comme avant. La colère n'est pas partie, mais elle ne bout plus non plus. Je suis stable. C'est quelque chose. Le monde met un homme à l'épreuve, voit ce qui en sort. Moi, je suis sorti tenu ensemble par une femme qui n'a pas lâché prise. Et un chien qui savait ce qui était juste avant moi. Les gens me disent que nous avons gagné. Je ne le vois pas de cette façon. Nous avons refusé de céder. Nous avons fait en sorte que les menteurs en répondent. Nous avons déterré la vérité et l'avons plantée en plein jour. Ce n'est pas une victoire.
C'est ce que vous devez à la terre quand vous l'appelez la vôtre. Maintenant, ce ne sont que des clôtures, de l'eau, des chiens et une femme qui me dit quand je suis un imbécile. Ce n'est pas la gloire. C'est une vie. Et je peux très bien la porter. Remember Division. I believe that's his name. It's something with a D. I believe it was Division. That name sounds familiar. I know it doesn't sound right, but it does. I don't remember him though. Okay. I met Mana from Division. And then also from Division I met Mario. What a fucking crazy world. If I never... I'm trying to... Because Division, he used to be my command block guy. Before Mario was. He used to help me out with commands and random shit. And then he's just like, I'm done with this shit. I have a friend that can help you out. And then, yeah, then that's when we met Mario. Actually, what a crazy ass world. Baby. You already know another diamond shovel. I love terraforming, making everything flat as fuck for no reason. I like flat things. Like my penis. Oh, me. Why do I have the iron pickaxe though? Pop. Did you guys win? Did you guys peak? I keep be trying to literally save. I just got out of that habit. I almost did it earlier, but I almost got back into it. It's amazing. I was thinking about moving my inventory to B. But like I said, I'm now out of the habit. Oh, dang. Need to bring chest, Mamma Mia. Ooh, Mamma Mia. Right from. Oh, he's not sad anymore. Am I gonna get a ghast? Am I gonna get a flying ghast? A smiling. Sleeping through the night. How are you? Thank you, thank you. I got big cojones and I'm letting them hang. I'm gonna just chop down all these trees.
But every tree here is not safe. I'm just gonna make a completely flat fucking area for no reason. Deforesting, bro? Yeah. That's my goal.